Je prends, je vais digérer, je prends, je vais réfléchir, je prends, je me repose. C'est le principe de l'éponge. Et le cycle ultradien, c'est un peu ça aussi. Ça pompe, ça éponge, ça éponge, ça éponge, et il y a un moment, ma capacité maximale atteinte, c'est comme une clé USB, un disque dur ou quoi que ce soit. Ça fait tant de gigas, quand c'est plein, ça vous dit espace disque insuffisant. C'est un peu similaire. Puis là, l'éponge, il faut aller la rincer. Et le moment où l'éponge va se rincer, apparemment, il y a un tri qui se fait, les choses essentielles, fondamentales, utiles, elles vont rester quelque part. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de la mémoire, mémoire centrale, mémoire antérieure, etc. Voilà, il y a des choses, des petites billes qui vont circuler comme ça, qui vont aller se mettre là où on pourrait s'en servir, et puis le reste, pouf, voilà, ça tombe dans un trou profond, et puis ça finit par se dissoudre. Parce qu'on ne peut pas tout retenir non plus. Donc il y a ce tri qui se fait, on éponge tout ce qui a été absorbé, et puis on retient, il paraît que ça serait une des missions aussi de nos fonctions inconscientes, de stocker du matériel nécessaire, du matériel utile, du matériel qui peut servir. D'où aussi le recours à la métaphore, et puis à cette façon parfois d'ouvrir des tas de possibilités, puis de laisser l'inconscient de l'autre choisir ce qui lui conviendrait le mieux. Donc on a une histoire qui se réfère à... une histoire de cadre qui se réfère à Irving Goffman, pour les gens qui ont peut-être croisé ce nom dans leur lecture, dans leur cursus. Irving Goffman, vous avez très succinctement, parce que sinon on rentre carrément dans un chapitre de cours, et puis là ça me prend l'après-midi, comme chacun de ces petits bouts de quelque chose qu'on vous donne et qui se développerait volontiers sur des journées. Irving Goffman parlait d'un cadre primaire. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre ça, et puis d'un cadre dit modalisé. Et tout simplement, parmi les tas de références qu'on pourrait citer dans ce genre d'approche, le cadre primaire, c'est les fonctionnements. Alors il y a des routines, il y a des choses réflexes, il y a ces choses qui ne nous font pas réfléchir, qui se mettent quasiment en place d'elles-mêmes, avec des réponses toutes faites, avec des réactions toutes faites, des réflexes comportementaux, des réflexes relationnels, communicationnels, etc. L'exemple qui a été donné, c'est un... Je prends toujours le même parce que ça évite de devoir réfléchir à en fabriquer un autre quand ça marche. C'est un repas de famille, vous avez une préado qui est là, qui s'agite un peu, qui bouge un petit peu trop, qui renverse son verre, etc. Et puis au milieu des 15 personnes présentes à table, elle va se faire réprimander, elle va se prendre une soufflée, et puis voilà, le papa a fait son travail, ou un des adultes présents, admettons que c'est le père, il a fait son travail, ça suffit, sinon ta chambre, machin, etc. Elle n'aime pas trop, ça, il y a une humiliation quelque part un peu, c'est devant tout le monde, elle se fait réprimander, elle peste et tout, mais si elle veut rester à table et puis profiter encore de l'appartenance au groupe, elle est obligée de mettre le poing dans la poche et d'attendre que ça se passe. Mais il reste quelque chose de l'ordre... Elle a été impactée, il reste quelque chose de pas résolu. Donc le repas se termine, tout le monde quitte la table, les groupes se font, et puis voilà, 2-3 adultes qui vont prendre des raquettes de badminton, sortir un jeu de société ou quoi que ce soit, et vont jouer avec les enfants. Elle se faufile, elle prend 2 raquettes, un volant, elle va vers son père, « Papa, on fait une partie là, dans le jardin et tout ». Et puis elle commence, elle lui en envoie des biens pourris, des biens pas sympas. Il va en rater une ou deux, et là, qu'est-ce qu'elle va dire, la gamine? Bah, t'es vraiment trop nul aujourd'hui, tu joues comme un pied, mais quelle horreur, je sais même pas pourquoi je joue avec toi, je jouerai plus jamais avec toi, t'es trop nul, t'es trop nul, t'es trop nul. La chose qu'elle ne pouvait pas faire à table, parce qu'ici, elle a eu le trauma, quelque part, le truc qui l'a dérangé, pas de solution dans le cadre primaire, utilisation d'un cadre décalé, d'un cadre modélisé, dans lequel elle peut apporter une solution à son problème et revenir ensuite dans le cadre primaire avec ce problème résolu. Et l'hypnose, ce qu'il y a d'intéressant, parce que Goffman n'avait peut-être pas pensé que chez Erickson on reprendrait ça, l'hypnose, Olivier l'a montré, dans un état et dans un autre en même temps. Ça, c'est l'état primaire, c'est l'état de conscience dit ordinaire, et puis en hypnose, on va un petit peu... Alors c'est même pas obligatoirement... parallélépipédique, ça peut être hula-hoop, barbatruc, ça peut être complètement protéiforme, mais ça sort du cadre dans lequel il n'y a pas de solution au problème, et puis ça permet d'aller élaborer, chercher, retrouver autre chose. Mais nous devons bien nous assurer que quand la personne revient à son état ordinaire de conscience, de fonctionnement, eh ben elle ramène ce qu'elle a trouvé dans son état de conscience modifié. Donc il y a un petit lien sympa à refaire entre les travaux de Goffman sur les cadres, et puis le fait de décadrer un petit peu les gens. On parle d'hallucination, on parle de distorsion spatio-temporelle. Qui disait, c'était Shamsi qui disait, non, laquelle d'entre vous disait, mais moi j'avais l'impression qu'on me transportait dehors, et oui, c'était toi.
Distorsion percepti-sensorielle. Distorsion spatio-temporelle. C'est le genre de truc, quand on en parle comme ça au début, ça contribue à continuer à faire peur de l'état hypnotique. Mais c'est très sympa. On refait de la philosophie, on revisite Bergson, on refait la différence entre le temps et la durée. Combien d'entre nous avons testé ou avons fait une interruption de pattern à la fin de la séance en disant « j'espère que vous aviez mis assez de sous dans le parc-mètre parce que... » Et la personne regarde sa montre. « Non, je croyais que ça faisait un quart d'heure, ça fait 1h30 qu'elle est en train de voyager. » Aller, retour, transfractionner, travailler. On perd la notion du temps. Le temps d'une montre n'est pas du tout la perception de la durée qui prévaut dans l'inconscient. Donc on utilise, si vous lisez Rossi, qui a été vraiment loin dans tout ce qui est neurologique, tout ce qui est échelle, tout ce qui est mesurable, etc., l'utilisation des distorsions spatio-temporelles, application pratique, hypnose et douleur, augmenter la perception du temps entre deux crises algiques et diminuer la perception du temps en période de crise. Et on a tout un travail qui se fait aussi sur ça. Entre autres, lorsqu'on utilise l'hypnose, c'est comme un cheval de bataille. En hypnose clinique, c'est la gestion de la douleur. Les gens demandent beaucoup de séances d'hypnose lorsqu'ils sont sujets à des douleurs chroniques ou du post-op ou du post-traumatique ou quoi que ce soit. Après, il y a la souffrance, mais ça, c'est encore autre chose. Qui disait « la douleur est au corps, ce que la souffrance est à l'esprit ». Est-ce que c'était Roustan dans son bouquin sur la douleur ou un autre, je ne sais plus. Mais on est très demandé sur ce chapitre-là. Et puis il n'y a qu'à regarder les offres dans une revue professionnelle, les offres de séminaires. Regardez, cochez le nombre de séminaires hypnose et douleur qui sont proposés sur le territoire français chaque semestre. Je pense que ça reste un cheval de bataille. Et puis c'est tout à fait judicieux d'ailleurs, parce qu'on a de bons impacts. Olivier parlait du travail auprès des grands brûlés. Je pense qu'il y a une recherche qui avait été faite au niveau du Visual Analogic Scale, quand on mesure l'intensité de la douleur lors de certains soins ou lors de sur certaines pathologies. Les gens cotent à 10, c'est juste affreux. Un grand brûlé, quand on lui fait quotidiennement, on lui refait les pansements, la réflexion des pansements, c'est une souffrance atroce. Il faut l'assommer de morphine, il faut l'assommer de tout un cocktail antalgique pour qu'il supporte à peu près... enlever les tuiles, badigeonner, remettre, etc., gratter, c'est juste épouvantable. Ils ont essayé un petit peu de... Je ne sais pas si toi tu as une référence par rapport à ça, ou si dans le centre dans lequel tu étais, tu y avais travaillé, mais ils ont essayé d'utiliser un petit peu d'hypnose pour préparer les gens, pour les accompagner pendant la réflexion des pansements, et puis la cotation de la douleur avait facilement baissé de 2-3 points. Et qu'est-ce que ça leur a donné comme idée après? Au lieu de former des gens et puis d'augmenter la population de praticiens en hypnose, ils ont mandaté des sociétés de réalité virtuelle pour concocter des programmes genre Banquise, Mike Horn au pôle Nord, le vent, le blizzard, les ours polaires, mettre ça avec un casque virtuel sous les yeux des gens pendant la réflexion des pansements, et tout ce qui est suggestion de froid, de neige, de machin, ça provoque ce qu'il faut de vasoconstriction, ça diminue la perception, la nociception, etc. Et puis du coup, ils obtenaient plus ou moins le même résultat. Sauf que l'élaboration de ce genre de programme et puis l'acquisition des machines, c'était des sommes absolument faramineuses, alors que de former une infirmière de plus à l'hypnose et puis pouvoir l'utiliser à d'autres fins, ça c'est un autre débat. Mais comme quoi, il y a des tas de pistes encore et encore à ouvrir dans cette utilisation de l'hypnose, quel que soit le domaine dans lequel on veut l'utiliser. Revenons à la thérapie dite brève. Là, on est quand même beaucoup moins peut-être sur des problèmes somatiques, et on rentre un petit peu plus dans le domaine de la psychothérapie. Ces fameux arrêts des tentatives de solution, en soi, c'est déjà bien d'y arriver. Ça nécessite quoi? Quand une personne commence à sentir qu'elle rentre dans cet état dit d'hypnose, dans lequel cet état de conscience naturellement modifié, qu'on lui fait revivre en cabinet parce qu'on sait plus ou moins suggérer, et on sait comment fonctionne la suggestion, le but c'est que cette personne accède à d'autres choses. Donc si par exemple, c'est difficile, vous voyez, dans une après-midi comme celle que j'anime, après Olivier, d'envisager une démo. Moi, si je fais des démos, je vais demander à quelqu'un de venir avec au minimum un souci. Alors je dis toujours en formation pour les gens qui sont venus, qui m'ont déjà subi en séminaire, je dis toujours, essayez de prendre un petit truc anodin de la vie quotidienne, quoi, s'il vous plaît.
Et bien sûr, les gens obéissent tout à fait à la consigne et puis ramènent le truc qu'ils traînent depuis 20 ans et que personne n'a jamais réussi à soigner. Entre collègues de formation en plus, qui rend vraiment service. Mais bon, c'est pas grave, on connaît le jeu. Si je devais faire une démo, tout le monde sait que quand je commence à utiliser l'hypnose, à attendre le moment où l'hypnose sera utile, sera indiquée, dans un cadre un petit peu plus large, il faut écouter, il faut savoir de quoi il s'agit, il faut trier l'information, et puis, à un moment donné, proposer quelque chose à base d'hypnose. Ben, ça prend entre 30 et 40 minutes. Je peux faire de l'hypnose flash, je peux faire de l'induction rapide, je peux faire basculer la personne en arrière. Oui, parce qu'on m'a montré ça aussi, parce que j'ai dû le faire aussi. Et puis, comme le disait Olivier, en cabinet, ça va peut-être pas servir à grand-chose. Mais ça va peut-être quand même montrer à la personne qu'elle est capable d'aller bien au-delà de ses limites. Et là, on en arrive aux questions d'échelle aussi en thérapie orientation, en thérapie orientée solution. Quand vous demandez à une personne atteindre cet objectif, vous vous donnez combien de chances de l'atteindre aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10? Ou alors ce que vous décrivez comme étant une incapacité, comme étant un blocage, comme étant une peur, vous la cotez à combien entre 0 et 10? 0, rien du tout, 10, le maximum. Ou 0, le maximum de votre incapacité, et 10, le maximum de vos capacités. Puis la personne cote. C'est très utilisé, les échelles. Sans échelle, on ne peut pas marquer une évolution, on ne peut pas marquer quoi que ce soit, et c'est très bon pour la personne qui vient travailler de pouvoir marquer elle-même un progrès. Quand vous commencez une simple séance, vous demandez à la personne à quel degré de tension elle se situe sur une échelle de 0 à 10, vous faites votre travail, vous faites quand même au moins, au minimum, un petit peu de relaxation pendant qu'elle a les yeux fermés et qu'elle vous écoute. Et en sortant de là, vous lui dites, vous n'oubliez pas de dire sur une échelle de 0 à 10, maintenant, avant de sortir de chez moi, vous vous cotez à combien? Alors, les gens ne viennent pas pour vous faire plaisir. Si la personne cotait à 8 et puis qu'en sortant de la séance, elle dit « je suis toujours à 8 », ok, on s'y prendra autrement la prochaine fois. Ça montre qu'il faut prendre une autre approche, il faut aborder par un autre angle. On ne se laisse pas fermer une porte simplement par une évaluation qui reste stationnaire. Personne n'est soumis au one-shot. Ça, c'est un petit peu le problème aussi quand on pratique hypnose, thérapie, bref. Cette notion, j'ai tout essayé, j'ai déjà vu 15 personnes, je viens chez vous, j'espère que ça va changer. Vous me donnez combien de temps? Une séance. L'attente magique. Pucci pucci, hocus pocus. Et ça m'amène tout naturellement à la fameuse question magique de Steve de Chazer. Question magique en thérapie orientée solution, oui. Baguette magique. Pourtant, je l'utilise. Parfois avec des enfants, parfois avec des adultes. Oui, il y a une façon d'utiliser une baguette magique, mais je vais juste vous dire comment. La question magique de Steve de Chazer, c'est pour vraiment mettre la personne en rapport avec son objectif, avec ce qu'elle veut vraiment, parce que le mot vraiment est un mot très activateur, très utilisé en thérapie orientée solution, en thérapie brève, thérapie narrative. Cette nuit, vous allez vous coucher ce soir, cette nuit il se passe un truc, un miracle qui se produit, un orage magnétique, on ne sait pas quoi. Vous vous réveillez demain matin, ça a changé. Ça y est, c'est fait. À quoi allez-vous le sentir? À quoi allez-vous le voir? À quoi allez-vous remarquer que ça a changé? Et ce que la personne va vous répondre à ce moment-là, croyez-moi, c'est incroyablement précieux et c'est un matériel inestimable pour construire la suite de l'accompagnement. Ça a l'air de rien, c'est une question parmi des milliers de questions qu'on peut poser, mais celle-ci, elle a quand même fait ses preuves. Et puis bon, le côté magique est parfois un peu rébarbatif. Les gens disent oui, la magie, bon, c'est bien gentil, mais moi je souffre, j'ai vraiment un vieux problème là qui me hante et qui me poursuit. Je voudrais quand même qu'on travaille sérieusement dessus. Donc la magie, c'est pas sérieux, certes, mais ça s'appelle la question magique. Steve de Chazer, thérapie orientée solution, c'est comme ça, c'est le référentiel. Cette nuit, quelque chose se passe, vous vous réveillez demain matin, ça a changé. Qu'est-ce qui va vous faire sentir? Qu'est-ce qui va vous dire? Qu'est-ce qui va vous parler? Qu'est-ce qu'il y aura de différent? Et là, la personne construit effectivement cet après. On a un tas d'autres questionnements aussi qui ne sont pas hypnotiques en tant que tels, encore que, et qui disent « Ok, vous m'avez fait comprendre ce que vous ne voulez plus, vous ne m'avez pas encore dit ce que vous voulez à la place. » Il y a une structure aussi dans l'accompagnement à base d'hypnose ou sans hypnose. Il y a une structure qui est « Que ne voulez-vous plus ?» mais aussi « Que voudriez-vous à la place ?» Parce que si on laisse un blanc et on ne laisse qu'un blanc, pour ne revenir que sur les fumeurs, ok, l'arrêt du tabac, c'est bien, c'est bon pour la santé, on sort d'une addiction, mais il y a tout un rituel autour de la consommation de tabac. Il y a tout un rituel, il y a toute une rassurance, il y a toute une socialisation autour du tabac.
Et j'aime les thérapeutes qui disent, ok, vous allez gagner facilement, si vous êtes à 20 et quelques cigarettes par jour, vous allez quand même gagner facilement 1h30 à 2h chaque jour. Le temps de se rendre à l'endroit où vous fumez, puisque maintenant il faut sortir, il faut aller se faire voir ailleurs pour fumer, le temps de vous y rendre, de rouler votre cigarette, de la sortir, de l'allumer, de la fumer, de discuter un peu, de revenir, et additionner ces 20 rituels et quelques dans la journée, ça fait un sacré capital temps que la personne va récupérer. Mais si elle n'a rien de prévu à la place, ben, que va-t-elle faire? Alors ça c'est juste en termes d'occupation, en termes de remplacement, en termes de gestes, en termes d'occupation de l'esprit. Mais maintenant, il y a aussi le vide que ça laisse. Je ne sais pas ce qu'Olivier en penserait, parce que j'aurais bien posé la question ce matin, mais ce n'était pas tout à fait le sujet. Il y a des thérapeutes maintenant qui disent que tout ce qui est addiction, cigarette, alcool et autres, à la base, il y a un trouble affectif. La dépendance, il y a un trouble affectif à la base. Donc il faut quand même s'occuper un petit peu du trouble affectif. Je ne sais pas, c'est un autre débat, ça se spécialise un peu beaucoup, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Si la personne s'est emprisonnée dans une addiction, elle vient vous demander de l'aider à en sortir, vous faites ce qu'il faut, clac, ça va vite, elle en sort, ok. Mais en attendant, c'est toujours plein de trous derrière, et puis c'est peut-être même encore tout plein de trous autour, et vous me mettez quoi à la place des trous maintenant? Donc ça, c'est une autre dynamique. Mais quand on voit ce que l'hypnose peut permettre d'aller élaborer, est-ce que ce trou est vraiment un trou? Et est-ce qu'il est vraiment aussi sans fond qu'il en avait l'air, etc., etc. On redéfinit quelque chose et c'est la personne qui nous aide à redéfinir ça. Et par la suggestion, oui, merci Olivier encore d'avoir cité entre autres un nom de praticien qui va très fort et puis qui ne fait que du dégoût, il faut ne parler que de lui, c'est bien, mais j'ai pensé à un jeune homme qui était venu me voir, il en était à la 2e phalange parce qu'il avait bouffé les ongles, la première phalange, il n'en restait plus une de saine. Onychophagie, hypnose, s'il vous plaît, je voudrais arrêter de me ronger, sans préciser quoi, je voudrais arrêter de me ronger, et puis il paraît qu'avec l'hypnose ça marche bien. Réponse paradoxale, quand on a trop traîné chez des Nardone, des Vatsavitch et des gens comme ça, c'est non. Comment non? On m'a dit que non, parce que si là quelque chose avec de l'hypnose vous suggère d'arrêter de vous ronger les ongles, vous allez devoir ronger quoi tant qu'on n'a pas réglé le problème? Et là, les déplacements de symptômes, je pense que les praticiens un peu expérimentés savent ce que c'est qu'un déplacement de symptômes. Vous travaillez sur le pso se résorbe, le psoriasis se résorbe, et puis allez comprendre pourquoi, un mois plus tard, la personne va déclencher un reflux gastrique, un problème de constipation, ou peu importe quoi. Le corps est toujours à la disposition de l'esprit. Quand ça bloque d'un côté, ça débloque de l'autre. Donc ce principe de précaution, j'aime bien toujours, je suis trop précautionneux parfois, me dit-on quand je transmets, c'est ok, on te demande de toucher un truc, mais fais juste attention quand tu touches ce truc, de bien considérer ce qui est autour. Je pense que c'est le défaut de la qualité d'un systémicien aussi. On ne peut jamais isoler une chose de son contexte. Un patient qui arrive, il vous raconte son histoire, au bout de 5 minutes, il y a toujours du monde dans le cabinet, il ne vient jamais tout seul. Donc là aussi, il y a toute une dimension à prendre en compte. Quand vous aidez une personne à changer, à atteindre l'objectif qu'elle se donne en venant vous voir, n'oubliez pas que cette personne, en sortant de chez vous, elle se réinjecte dans un système. Et que le système n'est peut-être pas préparé, ou peut-être même pas tellement d'accord à ce que cette personne change. Donc on a un outil merveilleux, on peut faire des trucs fantastiques, mais je suis là pour remettre l'hypnose dans son utilisation dans un contexte plus large, pour ne pas faire que de l'hypnose pour faire de l'hypnose. Oui, ça marche, oui, c'est saisissant, oui, c'est rapide, oui, c'est parfois même incompréhensible, mais toujours le contexte. Nous sommes, paraît-il, des entités environnementalo-dépendantes en interaction permanente avec un environnement perpétuellement changeant. Elle était longue, celle-là, il fallait la placer. C'est mieux de dire un humain. Une entité environnementalo-dépendante, ça me permet de voir si j'ai juste trop bu à midi ou si j'ai juste arrêté au bon moment. Environnementalo-dépendante en interaction permanente avec un environnement perpétuellement changeant. Einstein l'a dit plus sabrement, il a dit la seule chose dont on soit vraiment sûr, c'est que tout change tout le temps. Voilà, c'est mieux dit, c'est plus facile. Donc, mettre une personne en lien avec sa plasticité cérébrale, et là, petit à petit, je vais en arriver, il faut qu'on me time, parce que moi, je ne regarde jamais. 10 minutes, il me reste, je crois. C'est ça, sur l'heure qu'on m'avait donnée, ou bien plus?
C'est ça? 12? Ouais, super, 12. Qu'est-ce que je vais faire des 2 minutes restantes? La connectique, la plasticité cérébrale. Je dois aussi, avant de mettre ça d'une façon plus pratique après, là c'est en vrac, on a peu de temps pour dire des choses énormes. Je vous emmène un petit peu chez Rossi. Ernest Rossi, qui a travaillé 8 ans avec Ericsson dans les 8 dernières années de sa vie. Il a habité chez lui, il a vraiment reçu beaucoup de Milton Erickson, et ça a été celui qui a développé l'hypnose, qui a amené l'hypnose en neurosciences, qui a rédigé les Collected Papers. Sans Rossi, on n'aurait peut-être pas autant d'ouvrages de référence sur tout ce que Erickson avait pu développer, chercher, trouver, etc. Donc Ernest Rossi a fait travailler une équipe italienne, il a contribué aux travaux d'une équipe italienne qui s'était penchée sur les neurones miroirs. Et Rossi s'est rendu compte que dans la suggestion hypnotique, dans les mots qu'on utilise pour accompagner une transe, pour faire vivre une expérience consciente et inconsciente à la personne, il se passait énormément de choses au niveau du cerveau. Et ils se sont focalisés sur le cortex frontal médian, et ils se sont rendus compte qu'il se passait beaucoup de choses à ce niveau-là, entre autres en termes de connectique cérébrale, en termes de stimulation, d'augmentation de la connectique cérébrale. Ce qui est assez stupéfiant. On a des mesures qui sont suffisamment fines en ce moment pour se rendre compte. Il y a autant de travaux que vous en voulez. La littérature est, comme d'habitude, principalement anglophone, mais vous avez autant d'articles que vous en voulez sur la chose parce qu'ils produisent autant qu'ils parlent, ces gens-là. C'est génial. Donc c'est largement étayé. C'est encore à l'état de début de recherche. Le dernier cri du dernier cri, c'est des DNA microarrays, c'est-à-dire qu'on est sur ce qui se passe au niveau de l'expression des gènes au moment où on écoute un thérapeute faire une induction hypnotique. Donc on est totalement plus du tout dans l'ésotérisme mystérieux de l'approche hypnotique. On suggère, on sait ce qu'on fait, plus ou moins, du moins on le prétend, parce que c'est cette histoire de confiance en soi aussi qui crée les choses. On suggère quelque chose, et dans le cerveau de la personne qui nous écoute, dans son corps, il peut y avoir une modification de ce que ces gènes vont exprimer. C'est quand même assez révolutionnaire, puisque sur le plan génétique, on pensait quand même que c'était relativement sentence irréversible. Les gènes, c'est les gènes, punkt, schluss. On a les yeux qu'on a, on a la peau qu'on a, on a les cheveux qu'on a, et puis tout le reste à l'avenant. Eh ben non. Tous les développements, toutes les recherches de pointe en génomique en ce moment prouvent que ça vérifie ce que je disais tout à l'heure qui était très compliqué, c'est environnementalement dépendant. L'environnement génère sans cesse des modifications subtiles parce que nous sommes en adaptation permanente. Donc au final, aidons les gens qui viennent nous voir. Olivier le disait aussi à sa manière, on ne fait pas repousser une jambe, on ne ramène pas une personne disparue. Qu'est-ce qu'on fait? On donne à la personne une capacité adaptative supplémentaire. Ou on réveille une capacité adaptative oubliée. On reste modeste dans ce domaine, parce que sinon, faiseur de miracles, pucci pucci, baguette magique. Non. Ça, c'est ce que les gens souvent croient en venant consulter un hypnopraticien. Alors je m'assieds dans le fauteuil, je ferme les yeux, vous me faites machin, truc, chose, je sais pas quoi, votre cuisine, et puis quand je sors de là, c'est fini, je suis guéri. Oui, certes. Alors croyez-le très très fort, ça peut marcher, mais moi je vous garantis pas que c'est ce que je vais faire. Et puis avant la pause, je vous avais dit que la baguette magique, je l'utilise, c'est très très simple. C'est une sorte d'extension de la question magique de Steve de Chazer. Si cette nuit, pendant que vous dormez, quelque chose se passe, un miracle se produit, vous vous levez demain matin et ça a enfin changé, elle est bien, celle-là, elle est historique. Moi, je prends les gens au cabinet, je leur dis, voilà, ça c'est une baguette magique. Généralement, je ne la prends plus colorée, mais voilà, on est utilisationnel. Ça, c'est une baguette magique, elle est chargée à fond pendant 30 secondes. Prenez-la, et vous ne pouvez toucher qu'une seule chose en ce moment dans votre vécu, dans tout ce que vous m'avez raconté. Il y a une seule et unique chose que vous allez pouvoir changer avec cette baguette. Vous avez 30 secondes pour choisir ce que vous allez toucher et ce que vous décidez de changer avec cette baguette magique. Alors, j'ai été parfois observé dans mes pratiques, supervisé, parce que c'est quand même un petit peu obligatoire, et en même temps c'est très agréable de rester supervisé. Et j'en ai qui m'ont dit, Thierry, t'es fou, quoi. Tu te rends compte que tu risques une décompensation en face, là, tellement tu stresses ton client. Mais non, je ne le fais pas d'une manière aussi... Et puis après, si la personne dit, mais j'en sais rien, mais je trouve pas, mais ça vient pas, mais bon, maintenant c'est fini, elle est déchargée, j'ai pas trouvé.
C'est quand même une suggestion. Il y a déjà de l'hypnose dans cette façon de vivre une autre réalité que celle dans laquelle on est, avec les yeux ouverts, en train de dialoguer. C'est ça l'hypnose aussi, particulièrement. Je sais pas, conversationnel, c'est un fourre-tout. Les gens qui disent en faire, en fait, ils discutent, mais il n'y a pas d'hypnose. Mais quand vous voyez que l'autre rentre dans la réalité de l'histoire que vous êtes en train de lui faire vivre, vous voulez chercher où l'hypnose? Elle est là, sous vos yeux, en ce moment. C'est tout simple. Donc, après, quand elle est déchargée et puis que l'autre en face est prêt à me faire une dépression réactionnelle immédiate, je dis, attends, je connais l'humain, regarde. J'en ai chargé 3 ce matin. Allez, on recommence. Tu as de nouveau 30 secondes. Et puis voilà, de nouveau une baguette chargée à bloc. Ça, c'est le côté principe de précaution qu'on développe quand on se rend compte à quel point les gens rentrent dans un scénario. Et cette hypnose-là, c'est celle que je pratique le plus souvent. Quand j'ai une personne que je fais travailler au niveau idéomoteur, le corps bouge, l'esprit suit, je suis très souvent debout dans mon cabinet, plus qu'assis. Je fais bouger, parce qu'il y a des gens qui sont proprioceptifs. Il y a des gens qui... Vous avez vu dans vos études des copains, des copines à vous, quand ils repassaient leurs leçons, vous les posez à un bureau, vous leur dites maintenant, voilà, tu as le manuel de, je sais pas, d'endocrinologie complet à lire jusqu'à demain. Non, vous les faites marcher de long en large, se promener, ils bougent. Et du coup, ça rentre. Un petit peu comme celui qui gribouille, là dont tu parlais, il dessine, et puis du coup, il écoute, il intègre. On a tous nos façons de faire. Et il ne faut pas contrarier nos capacités d'acquisition, nos besoins. Ce sont des choses qui sont vissées à l'intérieur, et puis surtout ne pas les contrarier. Donc si on sait qu'en bougeant, parfois, ça peut faire changer les choses, alors qu'en restant assis, ben, c'est toujours plus de la même chose. Quand on vient vous voir et qu'on en a déjà consulté d'autres, vous rentrez d'abord dans la catégorie éventuelle du toujours plus de la même chose. Genre thérapeute killer, on sort le colt, on attend 2 séances, 3 séances, 10 séances... Et une coche de plus sur la crosse, et puis on continue la pérégrination. J'aime pas être une coche sur la crosse du revolver. Ne vous laissez pas assimiler à une tentative de solution supplémentaire, mais ne soyez pas non plus une solution. Bref. Vous savez à Palo Alto, quand on vous accueille là-bas, comment est-ce qu'on vous mime un patient? Elle est connue, celle-là, elle est historique. On vous accueille avec tous ces machins qui sont collés au mur, vous dites « Waouh !» C'est pas du tout ce que je m'attendais à trouver, ni ce qu'on m'avait dit jusqu'à maintenant. Et ils vous disent, voilà, vous allez vous retrouver face à un humain que vous croisez incidemment et qui s'appellera un patient. Et puis, ça va être ça. Aidez-moi. À l'aide. Au secours. Donc après, on va parler de la résistance. Tiens, ça me revient. Un autre morceau de papier qui était collé, c'est un truc un peu dur. Il n'y a pas de patient résistant que de piètre thérapeute. J'ai essayé de proposer de mettre à la place de thérapeute débutant ou de thérapeute maladroit. Non, il n'y a pas de patient résistant. Et quand on voit des congrès entiers basés, parfois, des discussions post-machin sur la résistance. En entreprise, c'est la résistance au changement, mais la résistance. Il y a des monuments aux résistants par chez vous, là, je sais. Ça, c'est une autre forme de résistance. Mais j'ai un petit joke comme ça, sympa, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Je vous l'ai déjà fait, mais je le refais. La résistance, c'est juste un message supplémentaire à recevoir. C'est simplement une façon de dire pas aujourd'hui, ou pas comme ça, ou pas par là. Mais en restant dans un domaine qui n'a rien à voir avec le sexo, en restant dans le domaine de la communication au sens large. Pas comme ça, pas par là, pas aujourd'hui. Il ne faut pas forcer quand on est bien élevé. Il ne faut pas insister. Il y a tellement d'autres manières d'y arriver, il y a tellement d'autres manières de s'y prendre, il y a tellement d'autres manières d'aller chercher un élargissement du cadre autour de ce truc rigide, figé, dans lequel il n'y a pas de solution. Donc, toute l'hypnose, toute l'entrée, toute l'approche, tout ce merveilleux outil, cette façon quasi évidente de voir qui est suggestible, plus ou moins, comment utiliser cette suggestibilité, etc. Voilà, vous avez un outil, vous avez une façon extraordinaire d'aider une personne à accéder à des ressources dont